sujet. Avec nous, toujours au téléphone, Emmanuel Navon, que je salue. Bonjour, monsieur le professeur de Relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Vincent Lemire, historien, auteur de Jérusalem, Histoire d'une ville-monde des origines à nos jours. C'est aux éditions Flammarion. Bonjour à vous également. Bonjour. Vincent Lemire, pour commencer, vous connaissez chaque jour de la grande histoire de cette ville-monde, Jérusalem. Vous connaissez chaque rue de cette ville. L'ambassade américaine va s'installer où exactement ? C'est un des sujets. Soit on démonte la plaque du consulat à Jérusalem-Ouest et on met la plaque de l'ambassade. Ça prend effectivement quelques minutes. Soit il y a un terrain qui est prévu juste à côté de là où je me trouve, dans le No Man's Land, entre les lignes israéliennes et les lignes jordaniennes. Ce serait sans doute peut-être plus porteur pour l'avenir. Mais voilà, jusqu'à hier, c'était le genre de choses dont je voulais parler. Mais je crois que moi, ce matin, voilà, j'ai pas tellement envie de faire l'universitaire malin et de couper les cheveux en quatre en essayant de possiblement rationaliser cette décision et par exemple, de vous expliquer que... Alors Trump, vous avez envie de faire quoi ? Vous avez envie de faire quoi, Vincent Lemire ? J'ai envie de reprendre ce que disait Bernard Guetta tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est effectivement un tournant historique majeur. C'est un saut dans l'inconnu absolu. Donald Trump s'assied sur le droit international, comme il l'a fait sur l'Iran, comme il l'a fait sur les accords de Paris, comme il l'a fait sur l'UNESCO, comme il va continuer de le faire. Et donc la question que vous posiez, qui pour remplacer les États-Unis dans ce conflit à vocation évidemment universelle, se pose, quoi. Voilà, donc Trump s'assied sur le droit international, il s'assied sur la réalité locale, parce qu'il y a à Jérusalem 40% de la population qui ne sont pas israéliens. Et donc, on est face à une situation qui est potentiellement gravissime. Mais il le fait, Vincent Lemire, et je vais passer la parole à Emmanuel Navon. On peut considérer que son axe, sa décision relève de la folie, mais il le fait dans le respect du droit des États-Unis, puisque depuis 1995, 2 fois par an, les présidents américains sont mis face à cette décision. Ils n'ont jamais pris la décision de Donald Trump, mais il n'agit pas en dehors des lois américaines. Et Jérusalem n'est pas régie par le droit américain, Jérusalem est régie par le droit international, non, mais au moins depuis 1945. La décision de transférer une ambassade, oui. Oui, mais d'ailleurs, de toute façon, Trump agit entièrement en fonction d'un agenda américain, y compris en fonction d'un agenda électoral américain. Et il le fait d'ailleurs, il faut le souligner, pas du tout pour favoriser ce qu'on appelle parfois le lobby juif américain, parce que les juifs américains ont voté à 80% pour Hillary Clinton. Il le fait pour favoriser sa base électorale, qui est la droite évangéliste chrétienne, représentée par Mike Pence, qui se dit lui-même catholique évangéliste. Donc vous avez entièrement raison, Trump est dans un agenda américano-américain, trumpiste, électoraliste, et se moque totalement et de la situation à Jérusalem et du droit international. Allez, la parole à Emmanuel Navon. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin après cette annonce, après la condamnation aussi unanime de cette décision de Donald Trump ? La condamnation n'est pas unanime puisque déjà la République tchèque a annoncé également qu'elle allait transférer son ambassade à Jérusalem. Je souhaite préciser que lorsque l'on parle de droit international, il y a de nombreuses résolutions de l'ONU qui traitent de la question de Jérusalem et que le plan de partage de l'ONU en 1947 avait parlé de l'internationalisation de Jérusalem qui n'a jamais eu lieu puisque après la guerre de 1948, Jérusalem fut divisée entre Israël à l'ouest et la Jordanie à l'est, mais que cette division n'a jamais été reconnue en réalité par la communauté internationale. Et ce n'est qu'en 1952 que l'ONU, l'Assemblée générale, a cessé d'en appeler à l'internationalisation de la ville. Et je vous rappelle que jusqu'à hier, les États-Unis ne reconnaissaient même pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Ouest, et que les Israéliens américains nés à Jérusalem-Ouest étaient registrés sur leur passeport comme étant nés à Jérusalem et pas en Israël. Et qu'en réalité, il n'y a que la Russie
La Russie, on oublie de le dire, qu'en avril 2017, il y a quelques mois, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré officiellement qu'il reconnaissait Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Donc on parle souvent de Jérusalem-Est, où la souveraineté d'Israël n'est pas reconnue, mais en réalité, même sur Jérusalem-Ouest, c'était également le cas. Cette souveraineté n'était pas reconnue, à part par la Russie jusqu'à il y a quelques mois, et par Donald Trump jusqu'à hier. Mais vous vous couchiez le soir, Emmanuel Navon, en vous disant vite, 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 faites que Donald Trump reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël, ou c'était même pas un sujet dans votre esprit? Écoutez, la décision en Israël, c'est très clairement été reçue avec beaucoup d'enthousiasme de tous les côtés de la carte politique, aussi bien à droite qu'à gauche, mais encore une fois, Trump, comme il l'a dit lui-même, n'a fait que reconnaître la réalité, à savoir que depuis 70 ans, presque 70 ans, en fait depuis 1949, le siège du gouvernement israélien est à Jérusalem. Donc ça, c'est la réalité. Et par ailleurs, Trump, dans son discours, n'a pas présagé du statut final des lieux saints et des frontières municipales de la ville. Donc il a bien précisé que cela devrait être négocié entre les parties, chose que les pays souvent oublient de dire. Lorsqu'Emmanuel Macron a dit hier à Alger que le statut de la ville devrait être négocié entre Israéliens et Palestiniens, eh bien Donald Trump l'a dit lui-même dans son discours hier. Allez, on va au standard où Jean-Philippe nous appelle de Nantes. Bonjour et bienvenue à l'antenne d'Inter, nous vous écoutons. Bien, bonjour à tous. Je ne suis pas plus pro-israélien que pro-palestinien. Pour ceux qui ont lu Machiavel, je rappelle que Machiavel a dit qu'un prince qui veut garder un territoire doit y vivre, c'est-à-dire transférer sa capitale et y implanter des colonies. Donc je pense que c'est une politique israélienne et totalement machiavélienne, pas machiavélique. Et donc, pendant des années, moi je pense qu'on s'est bercé d'illusions quant au fait qu'Israël puisse revenir aux frontières de 1948. Et donc, il suffit d'aller à Jérusalem pour constater le cas. Est-ce que cette décision, ma question c'est, est-ce que cette décision de Trump, si choquante qu'elle puisse paraître, elle ne peut-elle pas plus tard permettre de relancer les négociations sur la base suivante, c'est-à-dire aux Palestiniens, vous pouvez toujours négocier, vous ne récupérerez jamais Jérusalem. Merci. Peut-être toutes les colonies à l'est du mur contre Jérusalem, mais jamais Jérusalem. Merci Jean-Philippe pour cette question que je transmets à Jérusalem, à l'historien Vincent Lemire. Mais oui, mais pour y répondre, il y a une réalité sur le terrain. Votre auditeur a raison de parler de la population. Un État est souverain s'il a une population qui vit sur place. Or, depuis 1967, la population palestinienne de Jérusalem-Est a été multipliée par 4. De 70 000 habitants à aujourd'hui plus de 300 000 habitants à Jérusalem-Est, fois 4. Pendant ce même temps, la population juive israélienne de Jérusalem-Ouest a été multipliée par un petit peu plus de 2, par 2,5. D'accord ? Donc la réalité sur le terrain, c'est que la résistance démographique palestinienne est extrêmement forte et qu'aujourd'hui, en 1967, on avait 25% de la population de Jérusalem qui était palestinienne. Aujourd'hui, on a environ 40% de la population de Jérusalem qui est palestinienne. Donc c'est ça la réalité du terrain. C'est pas seulement la question du droit international. Trump est en rupture avec le droit international, ce qui est gravissime évidemment dans ce conflit précisément, qui est fondateur du droit international. Et il est en rupture aussi avec la réalité locale et avec l'histoire de Jérusalem, dont je rappelle que depuis la fin des royaumes d'Israël, c'est-à-dire depuis 2000 ans, Jérusalem n'a jamais été une capitale politique. À part pendant une brève période, c'était les royaumes latins de Jérusalem pendant les croisades. Vous vous souvenez que ça s'est assez mal terminé, ça a assez mal commencé et ça s'est assez mal terminé. La parole à Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, je le redis, à l'université de Tel Aviv. Monsieur le professeur, est-ce que vous redoutez qu'après cette décision de Donald Trump, il puisse y avoir des violences, que ce soit à Jérusalem ou dans les territoires palestiniens ? Vous savez, lorsque j'entends les menaces des dirigeants arabes et des dirigeants musulmans qui parlent de déstabilisation et d'embrasement de la région, je vous rappelle quand même que le Proche-Orient est à feu et à sang au moins depuis 2011, avec des États qui s'entretuent et qui implosent les uns après les autres. Donc on voit difficilement comment la situation pourrait s'aggraver encore plus. On sait très bien que Israël et le conflit israélo-palestinien n'est pas la cause, certainement pas la cause principale des différents conflits au Proche-Orient, mais je pense au contraire qu'il y a là un message important de la part du président américain
qui, contrairement à ce qu'a dit votre invité, n'est pas en contradiction du droit international, en déclarant tout simplement que le siège du gouvernement israélien est à Jérusalem et qu'il laisse le statut final à être négocié entre les parties. Cela est parfaitement conforme avec le droit international et en particulier avec la résolution 242 du Conseil de sécurité. Mais c'est également un message envoyé au monde arabe, à savoir que le seul pays qui préserve la liberté religieuse et la préservation des lieux saints à Jérusalem, c'est Israël. Lorsque Jérusalem-Est était sous le contrôle jordanien entre 1949 et 1967, il y a eu une destruction systématique des synagogues et des lieux saints juifs dans la vieille ville de Jérusalem. Et c'est uniquement sous souveraineté israélienne depuis 1967 qu'il y a un respect et une préservation des lieux saints des trois religions monothéistes. On retourne au standard. Bonjour Christine. Oui, bonjour France Inter. Bonjour, bienvenue. Nous vous écoutons Christine. Merci, à nouveau je répète, mais vos émissions sont magnifiques. Voilà, j'entendais Madame l'ambassadrice à 8h20 et son premier argument m'a semblé une espèce de mur infranchissable et incontournable à toute négociation. C'est l'argument, disons, biblique, en disant cette terre, c'est la terre promise qui nous a été donnée il y a 30 000 ans. J'admire d'ailleurs sa science chronologique. Mais en antéposant un pareil argument de source divine finalement, il me semble que tout est dit, la messe est dite, si je peux me permettre cette expression. Merci Christine pour cette question. Alors difficile évidemment de mettre la dimension religieuse entre parenthèses quand on parle, je dis bien de Jérusalem, je ne parle pas du conflit israélo-palestinien en lui-même, mais de cette ville-là. Que pouvez-vous dire à Christine, Vincent Lemire ? Écoutez, elle a entièrement raison, il faut rester sur la question du droit. Et en même temps, on est dans une ville qui est le berceau commun des trois monothéismes. Mais effectivement, quand l'ambassadrice dit, voilà, depuis 3000 ans, c'est la capitale et donc le peuple juif a des droits sur Jérusalem, c'est comme si les Allemands disaient que la Bourgogne est à eux parce que les Burgondes y étaient. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans des arguments de droit, on n'est pas dans des arguments d'histoire. Il faut encore une fois partir de ce qu'est la réalité. Parlons par exemple de la vieille ville de Jérusalem. Juste pour Emmanuel Navon, il sait que entre le 10 et 11 juin 67, le quartier des Maghrébins face au mur des Lamentations a été rasé par l'armée israélienne. Donc il y a aussi eu des exactions jordaniennes, ça c'est certain, entre 49 et 67, c'est absolument prouvé, israélienne aussi à partir de 67. La vieille ville de Jérusalem aujourd'hui c'est 35 000 habitants, c'est-à-dire autant qu'en 1914. Cette vieille ville, elle peut contenir 35 000 habitants. Aujourd'hui, à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a entre 3 et 4 000 juifs israéliens, c'est-à-dire moins de 10% de la population. 90% de la vieille ville de Jérusalem, de la population de la vieille ville de Jérusalem, n'est ni juive ni israélienne. D'accord ? Donc ça, c'est la réalité du terrain. Trump n'y peut rien, Netanyahou non plus, et il va bien falloir qu'il se confronte à cette réalité. Et c'est ça la réalité effectivement, oui, religieuse, mais au sens, voilà, quelle est la confession des gens qui habitent là, qui s'endorment là tous les soirs, qui élèvent leurs enfants, qui font leurs courses. C'est ça Jérusalem. Emmanuel Navon. Comme vous l'avez dit, c'est difficile de faire abstraction du fait religieux lorsque l'on parle de Jérusalem. Et il n'y a pas que les juifs qui, effectivement, parlent de cette dimension religieuse, mais les musulmans également. Et là, je dois rappeler que lors des négociations de Camp David en juillet 2000, entre Israéliens et Palestiniens sous l'augure de Bill Clinton, lorsqu'on en est arrivé à la question très sensible de la question du mont du Temple, eh bien, Yasser Arafat avait tout simplement nié l'existence des temples de Jérusalem et nié tout droit du peuple juif à la vieille ville, au mont du Temple. Et tant qu'il y a ce déni complet de l'autre partie, eh bien, on ne peut pas arriver à un accord. Je pense que de la même manière que Israël reconnaît le lien des musulmans au mont du Temple, il est important que les musulmans reconnaissent le lien des juifs également au mont du Temple. Je vous rappelle qu'en arabe, le nom original de Jérusalem en arabe, c'est Bait al-Maqdis, qui est la translittération en arabe de l'hébreu Bet Amikdash, qui signifie le temple. Merci à tous les deux. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Vincent Lemire, historien, auteur de Jérusalem, Histoire d'une ville-monde des origines à nos jours. C'est aux éditions Flammarion.